pouvons nous contenter de notre présent. Mais l'écologie, c'est une lutte pour les droits humains, pour la liberté et pour la vie. Alors il n'est plus question d'optimisme ou de pessimisme, mais de dignité. Oikos, ça veut dire le foyer, en grec, comme l'endroit où il y a le feu. Oikos, c'est un podcast écolo, tenu par une militante écolo. Moi, c'est Charlotte, mais ici, je vous parle plutôt avec mon pseudo d'activiste, Soldat Petit Pois. Après avoir pas mal milité dans le milieu écologiste, je me suis rendu compte qu'il était assez fermé sur lui-même et qu'il pouvait paraître obscur et loin des préoccupations de mes potes. Et c'est bête parce qu'en refaisant le monde en manif et en blocage, j'ai appris beaucoup de choses, et notamment qu'on a tous et toutes intérêt à vivre autrement. C'est là qu'est né Oikos, un podcast pour se retrouver entre nous, pour parler comme d'hab de ce qui nous intéresse, nos vies, mais à travers le prisme de l'écologie. Alors bienvenue sur Oikos, une feuille de brouillon, une boîte à idéal et un sac à colère au service de l'écologie. On parle de nos peurs et de nos espoirs, à nous, les gens qui peuvent encore faire basculer le monde. Bonjour, c'est Soldat Petit Pois, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue dans ce dernier épisode d'Oikos pour l'année 2024 et pas des moindres. Vous allez voir, c'est un épisode important, j'espère que vous allez apprendre des trucs, je pense que vous allez apprendre des trucs parce que on a parfois du mal quand on n'est pas atteint dans sa chair, quand on grandit dans un paysage écolo fait par et pour les blancs, quand on évolue dans un monde où les exploitations d'hier continuent sans que les épargnés d'aujourd'hui ne s'en rendent compte. On a du mal à se figurer clairement les liens entre les gros concepts contemporains. La guerre, la paix, le capitalisme, l'écologie, le colonialisme, la pensée décoloniale, tout ça, tous ces mots, ils sont liés entre eux, mais c'est parfois un peu dur de démêler les nœuds. Parce que personne nous a jamais appris et il y a une bonne raison à ça. Or, ces mots, ils sont précieux. Déjà parce qu'ils servent à faire exister dans le langage des faits qui ont été niés et enfouis pendant des années, si ce n'est des décennies. Mais aussi parce que parfois, on n'a même pas besoin de les brandir pour comprendre ce qu'ils veulent dire. Parfois, il suffit de se pencher sur une histoire de vie pour qu'ils nous sautent à la figure et qu'ils veuillent dire exactement ce qu'ils veulent dire. Ça a été mon cas quand j'ai découvert, assez tardivement, l'histoire de Tran Tonia, militante franco-vietnamienne exceptionnelle, toujours en lutte même si elle est aujourd'hui octogénaire. Tran Tonia porte un combat dont on a l'impression, peut-être à premier abord, qu'il ne nous concerne pas, alors qu'il fait ricocher sur absolument toutes les problématiques de notre temps, de la santé à la décolonisation en passant par la justice et l'écologie. Ce combat, c'est celui de la justice pour les victimes de l'horrible Agent Orange, dont on va vous expliquer l'histoire juste après. Il se trouve que c'est à la fois un combat pour la reconnaissance d'un crime d'écocide, mais aussi d'un acte de guerre, un moment de l'histoire coloniale et une contamination aux produits chimiques à grande échelle sur plusieurs générations humaines. Alors quand on dit tout ça, ça paraît fou que personne, ou presque en France, n'entende parler de son combat qui s'est soldé cet été par un échec à la cour d'appel. Mais le combat, il continue, et c'est un combat que porte et que fait connaître le collectif Vietnam Dioxine, dont on discute aujourd'hui avec l'un de ses membres, Marvin, qui est aussi doctorant sur ce sujet. Merci à lui infiniment d'avoir partagé ses connaissances sur tout ça. J'espère que cet épisode vous marquera autant qu'il m'a marqué. Je vous souhaite une bonne écoute et juste avant de vous laisser, je vous rappelle qu'Oikos est un podcast indépendant. Alors si vous voulez le soutenir, ça se passe dans la description. Je vous ai mis tous les liens dont vous avez besoin. C'est parti pour notre conversation autour du collectif Vietnam Dioxine. Salut Marvin. Salut Charlotte. Est-ce que tu pourrais juste te présenter aux personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas qui tu es ? Ouais, bien sûr. Déjà, merci de m'accueillir dans ton podcast. Bonjour et bonsoir également à ceux et celles qui nous écoutent. Donc, me concernant, je m'appelle Marvin Fresne, j'ai 27 ans et je suis doctorant en anthropologie et en géographie. Et je travaille de manière générale sur les crises sanitaires et environnementales. Et donc, plus particulièrement dans le cadre de ma thèse, je travaille sur l'Agent Orange. Je suis aussi membre du collectif Vietnam Dioxine. Et c'est ce collectif que je représente aujourd'hui. D'un point de vue de situation, peut-être faut-il que je précise que je ne suis pas d'origine vietnamienne. Ma famille appartenant notamment plutôt aux diasporas yéménites et malgaches. Voilà. Ok. Grosse question à laquelle tu réponds vraiment comme tu veux et comme tu le sens. Pour toi, ça veut dire quoi l'écologie ? Vaste question. Effectivement. Je dirais... Peut-être je préciserai plus sur la question climatique. Je dirais que c'est la bataille qui nous concerne toutes et tous. Ok. C'est concis, mais c'est en réalité assez
ça résume assez bien. Et du coup, on va parler de tout ce que tu as mentionné déjà dans ta présentation. Mais est-ce que, comme un petit avant-goût, tu peux nous raconter, toi, ton parcours militant personnel? Genre, qu'est-ce qui t'a amené finalement à faire partie de ce collectif dont on va parler aujourd'hui? Bien sûr, donc me concernant, j'ai eu un éveil aux problématiques militantes il y a une dizaine d'années. Je suis pas bien vieux, donc c'était au cœur de mon adolescence. En commençant notamment par la question écologique. Ça m'a amené à faire beaucoup de lectures à ce sujet et à fréquenter et être actif dans différentes sphères, entre autres sur ces problématiques. Et c'est donc avec la volonté de comprendre et en fait aussi de nous préparer, nous armer en fait le plus efficacement face à ce qui nous arrive, que j'en ai fait aussi mon travail universitaire depuis plusieurs années. Je pense néanmoins qu'il est important de décloisonner en fait le monde universitaire et de se retrousser les manches. Et c'est en ce sens que j'ai aussi choisi de rejoindre le collectif Vietnam Dioxine il y a quelques années. Ok, ça c'est pas forcément, c'est juste par curiosité, mais du coup, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais toi dans tes activités de recherche, du coup, est-ce que parfois tu es confronté à cette problématique de, tu sais, on dit oui, les chercheurs doivent pas s'engager, doivent être neutres et tout, ça t'est déjà arrivé qu'on te fasse cette remarque ou... Oui, tout à fait, c'est une vaste question dans le milieu universitaire. Je sais pas si je suis capable de la trancher là comme ça. Je pense que le monde universitaire, plus largement les scientifiques, ont une responsabilité importante dans les questions qui nous concernent toutes et tous, et qu'en fait on n'est pas en dehors de la société et qu'il est important de s'en saisir également par les moyens qu'on peut. Ok. Et est-ce que tu as des parmi tes collègues ou d'autres chercheurs, chercheuses que tu as rencontrés, t'en connais d'autres qui s'engagent ou c'est plutôt une minorité ? Il y a tout. Okay. Effectivement, il y a des personnes qui peuvent s'engager ou d'autres personnes qui en sont très réticentes ou d'autres personnes qui peuvent le faire de manière plus timide. Ça dépend. Il y a un peu de tout. Je pense que c'est un peu représentatif de ce qu'on voit de manière globale dans la société avec des gens plus ou moins engagés sur différents sujets, quoi. Ok. Ouais, vas-y. Peut-être aussi, à la différence, peut-être que c'est une question qui fait débat dans le milieu universitaire, la question d'engagement, notamment la question d'engagement des chercheuses et des chercheurs. C'est pas si évident pour tout le monde. Et juste cet intérêt pour l'écologie que tu as mentionné, est-ce que... Tu me dis si tu veux pas répondre à ça, mais est-ce que toi, tu avais une famille particulièrement attentive à ces questions ou pas du tout ? Enfin, comment ça t'est venu ? Ouais, alors je viens d'une famille extrêmement pas militante. Ok, donc, donc non, ça ne me vient pas particulièrement de parents qui seraient militants ou quoi, pas du tout. Ni non plus dans le monde universitaire. Ce serait un peu rapide là, de faire comme ça ma trajectoire sociologique, mais bon, j'ai grandi dans un moment où j'ai beaucoup traîné sur Internet, plus jeune, plus adolescent, et j'ai appris beaucoup de choses par là. Une génération qui a grandi dans un Internet naissant au début des années 2000, quoi. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent et qui peuvent relate. Ok, alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, on peut rentrer dans le vif du sujet. Et je pense qu'il y a quand même encore malheureusement beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne savent pas du tout ce que c'est l'agent orange, pour qui ça ne veut rien dire. Est-ce que tu pourrais à la fois nous expliquer ce que c'est et quelle est toute l'histoire derrière l'agent orange pour qu'on ait le contexte aussi, même si j'imagine que ça va être dur de tout résumer en une question de podcast, mais voilà. Ouais, mais on peut faire un peu bref, quelques raccourcis. Alors, peut-être je vais d'abord contextualiser ce qu'il en est. Donc, on est en fait au cœur de la Deuxième Guerre d'Indochine, donc ce qu'on appelle plus communément la guerre du Vietnam, qui est le théâtre d'expérimentations diverses et variées de la part de l'armée états-unienne. Et c'est dans ce cadre, en fait, face à la résistance que lui opposent les Vietnamiennes et les Vietnamiens, l'armée états-unienne choisit d'épandre environ 80 millions de litres de produits chimiques sur une décennie, donc tout le long des années 60. Et c'est ce qu'on appelle l'opération Ranch Hand. Donc tout y passe, des agents roses, verts, pourpres, bleus, blancs, les rainbow herbicides, comme on appelle ça. Ce que tu appelles des agents, c'est des produits des produits chimiques. Ouais, okay. Tout à fait. Qui ont des compositions différentes et qui sont des herbicides pour la plupart.
et donc qui ont des conséquences funestes diverses et variées pour chacun de ces agents. Et donc à cela, en plus des roses, verts, pour bleu, blanc, s'ajoute en définitive probablement le plus dangereux et surtout pernicieux d'entre eux, qui est l'agent orange. En sachant donc que ces agents ont été fabriqués par une dizaine de multinationales de l'agrochimie, dont des entreprises bien connues aujourd'hui comme Bayer Monsanto, Dow Chemical ou encore Hercules. Qui est étonné. Ouais, c'est les mêmes entreprises qui sont bien en forme aujourd'hui encore. Et donc c'est vrai que ce contexte est mal connu en France. Déjà, les guerres d'Indochine sont rarement enseignées dans le secondaire, quand bien même le lien historique de la France dans la structuration de celle-ci. Mais de manière générale, au-delà du Vietnam, les problématiques coloniales liées à la France ne sont pas vraiment mises en lumière non plus dans le secondaire. Et de fait, je pense que ça rend ces problématiques peu ou mal connues en France et souvent considérées comme assez lointaines. Et donc j'espère du coup réussir à montrer dans ce podcast qu'il ne s'agit pas d'une question périphérique et lointaine, mais des enjeux français écologiques, mais au contraire quelque chose de bien au centre de ceci. J'oublie pas ta question à l'origine pour te répondre plus précisément sur ce qu'est l'agent orange. Donc c'est un mélange d'herbicides contaminés à la dioxine. Donc la dioxine, du coup, c'est un polluant organique persistant extrêmement toxique qui est contaminé du fait de sa production à la fois trop rapide et surtout négligente par les laboratoires des entreprises. Donc ici, se noue déjà une partie du problème, c'est-à-dire que c'est par la cadence frénétique imposée de fabrication d'herbicides afin de dégager d'autant plus de profits sur la guerre pour les entreprises que naît justement le poison pernicieux que constitue la dioxine au sein de l'agent orange. D'où le nom de votre collectif. Vietnam Dioxine, exactement, qui prend le son de ça. Ensuite, concrètement, ce que fait l'agent orange, du point de vue des conséquences, d'abord à court terme, celui-ci a été épandu donc afin de faire tomber le couvert végétal des forêts vietnamiennes et débusquer les résistantes et les résistants qui s'organisaient dans celle-ci. Alors, je t'interromps juste 2 minutes. Donc, quand il était épandu à la base, cet agent orange, c'était pour raser des forêts. Il n'y avait pas de volonté meurtrière derrière, ou quand même? Ouais, officiellement, l'utilisation des épandages d'agents orange, l'intention première, effectivement, c'était de faire tomber le feuillage des forêts pour débusquer les résistantes et les résistants. Okay. Donc une utilisation d'herbicides qui était faite par l'armée états-unienne à l'origine. Ce qui a eu du succès, effectivement, les feuillages sont bel et bien tombés. Seulement, c'est loin d'être la seule conséquence à ces épandages, puisque rapidement, et de manière croissante, le temps passant, il y a tout un tas d'effets secondaires à ces épandages qui ont été constatés, vécus et dénoncés dès le milieu des années 60, dès les premiers temps de leur utilisation. Puisque d'abord, déjà sur le plan environnemental, la dioxine de l'agent orange donc persiste à la fois dans les terres, la boue, l'eau, et continue de contaminer le vivant. Et sur le plan sanitaire, la dioxine de l'agent orange, en fait, cause plus ou moins rapidement en fait, du chloracné, donc des maladies de peau très graves, des effets tératogènes, des cancers, leucémie, du diabète, de la cécité, de la surdité, Parkinson. En fait, c'est 17 à 21 pathologies sur 2 à 5 millions de victimes qui ont été directement exposées aux épandages. Et là où on rentre dans le plus pernicieux, c'est pas terminé, c'est que ces effets en fait, ne s'arrêtent pas à ces millions de victimes qui ont été contaminées, mais la dioxine en fait, de l'agent orange se transmet dans la descendance avec une transmission héréditaire des pathologies sur un nombre de générations qu'on ne peut pas encore estimer. Au Vietnam, ça concerne déjà au moins 4 générations. Et donc, voilà ce qu'est l'agent orange, ce que ça fait, les conséquences qu'il y a encore contemporaines. Ok. Et je te demande juste une petite précision sur ça. Est-ce que du coup, on a pu établir par la suite que les producteurs de cet agent orange et les États-Unis savaient la toxicité de cet agent orange quand ils l'ont épandu, ou c'est juste qu'ils avaient vraiment aucune considération pour les personnes qui allaient être exposées à ça, qu'ils n'avaient même pas réfléchi à qu'est-ce qui pouvait se passer? Ouais, c'est tout l'enjeu des procès qu'il y a en ce moment en France, dont on aura l'occasion un peu plus tard dans le podcast de développer. Ouais. La question justement de la connaissance, que ce soit de l'état-major ou des entreprises, sur les dangers concrets de l'agent orange et notamment de la contamination à la dioxine. C'est un des enjeux principaux justement actuels, en sachant effectivement que
pour ce qui est des entreprises, il y avait déjà eu, en fait, au moment de la conception en fait, de ces agents, en particulier de l'agent orange, ce qui arrive en fait, dans des conditions salariales compliquées, des accidents pour les personnes qui étaient à la fabrication de ces agents, qui ont développé différents symptômes, maladies, et qui les ont exprimés en fait, à leur direction. Un des enjeux spécifiques du process, c'est quelle a été la réaction en fait, de la direction de ces entreprises, notamment, qui ont vu des premiers effets sur leurs employés. Une volonté ou pas de mettre de côté ces premiers effets. Et ensuite, pour ce qui est même aussi des simples soldats envoyés au Vietnam, il n'y avait pas nécessairement non plus de la connaissance de leur part sur la toxicité de ce produit, puisque il y a eu beaucoup de vétérans à la sortie de la guerre qui se sont plaints en fait, d'avoir également été contaminés à cette chose qu'ils ne connaissaient pas. Il y a même eu une chercheuse, An Xuan Nguyen, qui montre avec précision en fait, comment il y a pu y avoir des bizutage, notamment en fait, entre soldats américains, avec du bizutage à l'agent orange en fait, sans savoir vraiment ce qui se foutait dessus, quoi. Donc voilà, au niveau de la connaissance globale sur cet agent, quoi. Ok. Donc je suppose qu'on va reparler sûrement après. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter votre collectif Vietnam Dioxine, c'est dur à dire, Vietnam Dioxine, et ses actions? Ouais, donc le collectif Vietnam Dioxine, donc on prend le nom par rapport donc à la dioxine de l'agent orange. Donc notre collectif, il a été créé il y a 20 ans, en mai 2004, par des jeunes de la diaspora vietnamienne voulant faire connaître le drame de l'agent orange et ses répercussions contemporaines. Donc il vise à obtenir reconnaissance et justice pour toutes les victimes de l'agent orange. Et pour ce faire, on est très investi sur différents chantiers judiciaires, mais pas que, aussi politiques ou artistiques ou autres. Ouais, juste pour... désolée, j'ai des questions qui viennent au fur et à mesure aussi. C'est un collectif français? Ouais. Est-ce qu'il y a des liens avec des collectifs dans d'autres pays, et aussi pourquoi c'est aussi important en France, enfin tu vois, de parler de ça en France? Ouais. Alors oui, tout à fait, on est un collectif français avec plus ou moins des liens avec d'autres associations dans différents pays qui sont structurés différemment. Que ce soit au Vietnam, aux États-Unis, en Belgique, qui ont des sujets différents et complémentaires, mais qui s'investissent en tout cas plus ou moins sur la question de la justice et des réparations pour les victimes de l'agent orange. Pourquoi c'est une question importante en France? Je pense déjà parce que la France n'est pas... Alors, la deuxième guerre d'Indochine concerne donc principalement du coup les États-Unis et le Vietnam, mais en fait la France a un passé colonial important avec cette région du monde, ce qui structure du coup en fait au sortir de la deuxième guerre d'Indochine aussi tout un tas un exil massif qui peut se faire au sortir de la guerre et qui se retrouve notamment en France et qui se retrouve du coup avec une diaspora importante et des communautés vietnamiennes importantes, des communautés différentes mais importantes. Et au-delà de ça, en fait, la question de l'agent orange traverse, comme on a vu sur les générations, à la fois le temps et les frontières. Ça en fait une question mondiale, mais aussi particulièrement française, je pense, de ce fait-là. Oui. Ouais, ok. Moi, je me posais aussi une question en préparant le podcast, c'est que pour moi, automatiquement, ces questions, quelque part, de l'impact de la colonisation, si on généralise, c'est des questions écolo. Mais parfois, les gens, et je pense notamment aux gens qui nous écoutent, font pas forcément le lien. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que vous êtes un collectif de la sphère écolo? Quel est le lien avec la lutte écolo? Ouais, bien sûr. Je pense pas en fait qu'il y ait de lien vraiment avec la lutte écolo, mais en fait je pense qu'il faut, à mon sens, inverser le prisme. Okay. Je m'explique un peu plus. C'est en fait justement les dispositions impériales qui ont permis en fait le saccage des forêts, des terres vietnamiennes en particulier sur le plan environnemental, dans un mépris en fait remarquable du vivant. C'est dans ce cadre que ces terres furent la proie d'une multiplicité d'expérimentations chimiques, de telle sorte que ces épandages ont permis de théoriser un concept qui est beaucoup repris aujourd'hui, qui est celui de l'écocide, dès 1970 par Galston. Et c'est également ces épandages qui ont été au cœur des débats sur la définition de l'Anthropocène ou encore du Thanatocène, pour reprendre Fressos.
Je connaissais pas ça, Thanatocène. Ouais, exactement, Thanatos, mort, Ocène. Ah, ok. Ok, je connaissais pas. Bon, c'est dans les débats infinis sur l'Anthropocène, un terme Le nouveau. monde, Quoi. Et celui-là, c'est pas moi qui l'invente, hein, il vient de Jean-Baptiste Frézos, Ouais. qui montre notamment comment en fait, les guerres modernes détruisent la planète. Donc Ouais. c'est la machine impériale, en fait, croisée à des intérêts capitalistes, qui s'exerce au Vietnam et constitutif d'un drame écologique aux conséquences massives et désastreuses pour l'ensemble des vivants. Mais c'est pas tout. Il y a en outre une filiation directe en fait, entre la guerre moderne faite au Vietnam, avec l'utilisation d'herbicides comme des armes chimiques, et l'utilisation d'armes chimiques telles que le phosphore blanc, par exemple, aux conséquences mésestimées dans des guerres contemporaines aujourd'hui dans différents endroits du monde. Il y a une filiation directe aussi entre les entreprises productrices de l'agent orange comme herbicide, Bayer Monsanto en tête notamment, et le développement de pesticides modernes comme le glyphosate par les mêmes laboratoires et les mêmes entreprises. Donc bien plus qu'un lien dans l'agent orange, pour moi c'est nous en fait le cœur des enjeux écologiques mondiaux. Oui, tu as bien résumé les enjeux et c'est vrai que tu as ajouté aussi ce truc sur lequel j'avais pas forcément mis l'accent, mais qu'il y a un lien avec le fait colonial et aussi avec la guerre. Ouais. Et c'est vrai que ça résonne particulièrement en ce moment avec tout ce qui se passe au Liban, en Palestine. Tout à fait. Donc on comprend bien le lien avec des choses qui se sont passées. On comprend un petit peu aussi le lien avec ce qui se passe maintenant. Mais concrètement, quels sont encore maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, les impacts de l'agent orange? Pourquoi est-ce que cette lutte, malheureusement, c'est pas juste un truc qu'on va lire dans les livres d'histoire, mais c'est bien actuel? Ouais, en fait c'est une vieille histoire, hein, mais malheureusement qui n'appartient pas au passé. C'est en fait le poison lent de la guerre, pour citer la formule d'An Xuan Nguyen que j'ai cité déjà tout à l'heure, donc une chercheuse spécialisée sur ce sujet, puisque en fait les conséquences de la guerre ne s'arrêtent pas du coup aux bornes diplomatiques de celle-ci. C'est un sujet toujours actuel, déjà par les conséquences contemporaines dont on a déjà parlé, mais pas seulement. Je pense qu'il est aussi important de considérer à quel point la Deuxième Guerre d'Indochine a servi de laboratoire en fait, d'expérimentation qui résonne encore aujourd'hui dans beaucoup de situations, en particulier dans des situations impériales. Mais justement, la question d'après, je pense, est un peu aussi liée aux deux précédentes. On parle aujourd'hui, enfin ça fait longtemps qu'on en parle malheureusement, mais c'était peu entendu, de racisme environnemental et d'écologie décoloniale. Du coup, moi j'ai fait le lien direct avec votre combat, mais est-ce que c'est un truc que vous revendiquez dans votre collectif? Est-ce que vous vous inscrivez dans ces pensées-là, dans ces luttes-là? C'est une bonne question en fait. Effectivement, on peut parler premièrement déjà effectivement de racisme environnemental dans la manière dont on teste notamment des expérimentations chimiques avec des proportions démesurées dans le sud global en particulier et notamment sur des populations non blanches et le déni de justice auquel elles peuvent être confrontées en fait quand vient l'heure des réparations. Au-delà, beaucoup de nous se sentent aussi tout à fait connectés avec des concepts notamment comme celui de l'écologie décoloniale qu'on peut retrouver chez Arturo Escobar ou chez Malcolm Ferdinand, qui, même s'il parle de ce concept depuis l'un, les communautés autochtones en Amérique du Sud ou l'autre, le chlordécone aux Antilles, résonne en fait tout particulièrement avec nos enjeux. C'est notamment en fait dans la manière dont le Sud global subit les expérimentations chimiques et impériales du Nord pour des logiques de profit et au détriment de l'environnement et la santé des populations. C'est d'ailleurs, je pense pas un hasard si beaucoup des mobilisations qu'on a organisées ont été aussi particulièrement soutenues par les communautés antillaises qui se mobilisent en fait dans le même temps sur des enjeux judiciaires concernant le chlordécone. Donc nous, on pense que ce qui a été longtemps été considéré comme les marges en fait ou les confins du monde est en fait révélateur du cœur du fonctionnement de nos sociétés et qu'il fallait restituer en fait ces problématiques au centre de nos enjeux depuis la France et en somme donc sortir de la logique coloniale qui imprègne encore trop souvent les milieux écolos. Et j'insiste pas dans un souci en fait de supplément d'âme ou de morale, mais bien dans un but d'efficacité de la lutte écologiste. Ouais.
C'est hyper bien dit. Non, le truc des marges et du centre et tout, je trouve ça hyper intéressant. Comment tu l'as expliqué. Juste petite question de curiosité supplémentaire, mais ça vous arrive du coup, je crois que tu disais ça un peu quand même, par exemple de joindre vos forces ou d'avoir des moments où vous faites des actions, où vous échangez entre luttes, par exemple sur la question du chlordécone aux Antilles, la question de l'agent orange. Enfin, ça vous arrive des fois d'organiser des trucs communs? Ouais, complètement. On a été beaucoup en lien ces derniers temps, avec beaucoup de soutien mutuel sur nos différents enjeux et de moments où on a effectivement eu des discussions croisées entre nous et de partage de connaissances et de moyens d'obtenir justice. Ouais. Ok. J'ai une question aussi supplémentaire qui a pop dans ma tête. Tu me dis si t'as pas envie de répondre. Mais tu parlais justement du fait que ce logiciel colonial, il imprègne beaucoup encore le milieu écolo. Est-ce que c'est quelque chose que toi ou dans le collectif, vous avez pu frontalement ressentir? Enfin, tu vois, des manières de penser, des réactions, des réflexes de pensée que tu as pu rencontrer dans le milieu écolo. Je sais pas, peut-être c'est trop compliqué comme question, mais est-ce que tu aurais un exemple qui pourrait expliquer un peu aux gens ce truc-là? Ouais, complètement en fait. Pas qu'un, bon, je vais pas tous les citer, mais ça arrive effectivement très régulièrement que nos enjeux soient mal compris dans les milieux écolos plus traditionnels en France. Notamment lorsqu'il s'agit d'avoir un peu de médiatisation de la part de sphères écologistes plus traditionnelles, où souvent on peut répondre que nous non, on fait pas dans le communautaire, ça nous intéresse pas, sur deux choses. Ça arrive assez régulièrement. Ah ouais, vous avez ce genre de... Ouais. Ah ouais, c'est chaud, tout à quoi. fait. Ah oui, ok. Pour parler un peu de choses qui se passent en ce moment sur cette lutte-là, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette figure de votre lutte qui est Trantonia et de son combat ici en France? Bien sûr, carrément. Peut-être avant que je parle spécifiquement de son procès à elle, je vais un tout petit peu contextualiser sur les enjeux judiciaires qui entourent l'agent orange et donc ce qu'il en fait qu'on est aujourd'hui en France là-dessus. Ouais. Donc on est en fait à la suite en fait. Donc cette deuxième guerre d'Indochine, elle a été remportée donc par le Vietnam sur les États-Unis, et les États-Unis ont imposé du coup à la sortie de ça un embargo au Vietnam, dont les conditions de sortie au milieu des années 90 rendirent nécessaire en fait l'abandon ou l'impossibilité de poursuite de la part du Vietnam au sujet de l'agent orange. Ok. En parallèle, un peu avant déjà, une class action avait été initiée en fait par des vétérans états-uniens dès la sortie de la guerre, qui en fait découvrent des nouveaux symptômes, maladies chez eux, particulièrement des cancers. Et donc dès 1979, la guerre termine en 1975, cette class action a été initiée contre les entreprises productives de l'agent orange, au motif légitime que les vétérans US furent également empoisonnés sans connaissance de la toxicité du produit. Ok, donc en fait, à ce moment-là, tu me dis si j'ai mal compris, mais donc les personnes vietnamiennes qui avaient été contaminées, qui avaient fait face à des préjudices, etc., pouvaient pas demander justice, alors que les vétérans, eux, pouvaient. Alors, j'y viens juste après. Je ne dirai pas ça tout de suite, parce que là, on est en 79, et donc sur ce plan-là, en 79, il n'y a pas eu de procédure judiciaire qui a été tentée à ce moment-là. En tout cas, en 79, c'est l'embargo au Vietnam, et ensuite, d'un point de vue diplomatique, il y a une impossibilité de traiter la question du point de vue diplomatique d'État à État. Okay. Ensuite, sur le plan civil, notamment de victimes à entreprises, il y a cette class action qui est engagée par les vétérans. Class action qui va pas jusqu'au bout, mais qui est assez courant aux États-Unis. En fait, il y a eu un arrangement entre les entreprises pour une entente à l'amiable entre les entreprises et les vétérans états-uniens en échange d'une somme d'argent de compensation, finalement pas si importante par ailleurs. Et c'est justement en s'inspirant de ça, en sortant de l'embargo au milieu des années 2000,
que les victimes vietnamiennes, à ce moment-là, représentées par une association, la VAVA notamment, qui, donc, n'ayant encore jamais obtenu justice et réparation, ont intenté un procès, une procédure judiciaire également à New York, donc dès le milieu des années 2000. Il n'y a eu ni justice ni arrangement, puisque les victimes vietnamiennes en fait, ont été déboutées. Les juges considérant notamment que, puisqu'il s'agissait d'un herbicide et non pas d'une arme chimique, il n'y avait pas lieu d'obtenir les réparations demandées. Et en outre, la défense adverse a beaucoup appuyé sur l'impossibilité de certifier le lien effectif entre les maladies actuelles que présentaient les victimes avec ces épandages d'agents orange. Okay. Ça, c'était pour le contexte global. Et c'est donc dans ce contexte-là que Chan Tonga, donc résistante et victime franco-vietnamienne, décide d'intenter un procès, cette fois-ci depuis la France, depuis un petit moment maintenant, puisqu'elle a commencé en 2014, donc il y a 10 ans, contre ces dizaines d'entreprises, donc Bayer Monsanto, Dow Chemical, Hercules, en voulant obtenir justice pour l'ensemble des victimes de l'agent orange. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails juridiques. Je peux juste te poser une question spécifique du coup. Est-ce que ça change quelque chose qu'elle choisisse la France pour faire ça ? Ouais, effectivement. Bah déjà, elle est française, donc elle s'en remet à la justice de son pays. Et au-delà même en fait de sa nationalité, il y a aussi la question de la juridiction spécifique française qui permet en fait l'établissement en fait de procès de ce type sur le sol français pour des crimes internationaux, ce qui n'est pas du tout le cas de la justice partout à travers le monde. Okay. Donc il y a un contexte judiciaire spécifique en France qui permet d'intenter ce procès. Il se trouve que la victime est vietnamienne mais aussi française et qu'on peut mener ce procès-là. Donc il est commencé dès 2014. Donc aujourd'hui on est en 2024, après 10 ans de procédure judiciaire. Donc Chan Tonga vient de perdre son procès en appel en août de cette année, au motif donc que les entreprises auraient une immunité de juridiction car elles auraient eu en fait eu les mains liées par le gouvernement US. Et pire, en fait, elle est en fait condamnée à verser 1 500 € de sa poche par partie adverse. Donc elle est condamnée à verser de l'argent. Exactement, à Monsanto, à Dow Chemical, Hercules et consorts. Ouais, c'est hardcore. Ouais. Et donc ça fait déjà en fait 10 ans que les procédures judiciaires françaises ont démarré et il n'y a toujours pas eu de jugement sur le fond de l'affaire, mais en fait uniquement sur la forme, puisqu'en fait la question de la responsabilité des entreprises qui a été déjà documentée par plein de personnes n'a pas en fait été discutée en fait dans les différentes séances judiciaires, mais uniquement la question de est-ce qu'il est légitime de les juger ou pas, ou est-ce qu'en fait elles dépendent du gouvernement US, et si c'est le cas, la justice française n'a pas vocation à condamner en fait un État, un autre État. Elle peut uniquement condamner en fait des entreprises, pas un autre État. Et donc les entreprises Bayer Monsanto, Dow Chemical, Hercules vont beaucoup appuyer leur défense sur le fait de dire qu'elles avaient les mains, qu'elles étaient pieds et mains liés là-dedans. Or, tout le monde se renvoie la faute, quoi. Exactement. Mais or, il y a effectivement un rôle qui serait intéressant de documenter de la part de l'état-major, mais les entreprises, à nos yeux en tout cas, ne sont pas uniquement du tout des simples... genre exécutants, effectivement, de l'état-major américain, puisque ça a été en fait assez documenté, même le rôle spécifique des entreprises, notamment en fait dans les cadences qui ont été imposées au laboratoire, notamment dans le développement de la dioxine dans l'agent orange, qui n'était pas dans le cahier des charges de base en fait, demandé à l'état-major. Donc, à nos yeux, les entreprises ont un rôle prépondérant qui convient en fait de juger. T'es quand même très zélé, quoi, pour des gens qui avaient les mains liées. Et donc, Chan Tonga et nous-mêmes, en fait, on est d'autant plus déterminés à poursuivre jusqu'au bout ce combat-là et de pousser le procès en cassation, là, dans les années qui suivent, pour obtenir en fait le droit de discuter du fond et obtenir justice. Ce qui, par ailleurs, a un coût relativement élevé. Donc si vous voulez nous aider, pour nous aider concrètement, on fait en sorte notamment de récolter des fonds pour le soutien du procès. On a une cagnotte en ligne. Je pourrais mettre les liens dans la description du podcast. Carrément. On a une cagnotte
qu'on vous invite à financer si vous le souhaitez. Et surtout, on organise différents événements comme des dîners de soutien pour récolter des fonds qu'on peut retrouver en fait sur nos réseaux sociaux, pareil, Twitter, LinkedIn, Instagram. Et donc, nous, on invite très concrètement à soutenir ce procès, un procès de la dernière chance pour obtenir justice pour les victimes de l'agent orange. Et un procès historique qui est à la racine de bien de nos problématiques en France, notamment concernant la lutte contre les pesticides et contre l'impérialisme. Ok. Est-ce que je peux te poser 2 petites questions supplémentaires ? Désolée, à chaque fois, j'ai des trucs auxquels je pense. Est-ce que vous avez reçu du soutien, justement, d'autres victimes de ces mêmes entreprises, mais pas du tout sur les mêmes sujets, par exemple de victimes des pesticides où là encore on voit l'effet très centré sur des problématiques qui ignorent complètement les questions coloniales de l'écologie française. Ouais, carrément. On a été, j'avais dit déjà pas mal soutenu par des associations, des collectifs, notamment de la communauté antillaise, mais aussi beaucoup par le monde écolo qui s'engage spécifiquement sur la question des pesticides, que ce soit du côté des paysans, des paysannes. Aussi du côté des victimes, il y a eu des cas très récents, notamment avec la famille Grattalou ou d'autres, effectivement, qui ont été des soutiens importants pour nous. Ok, intéressant. Et est-ce que vous avez, enfin, je sais même pas, peut-être que ça a déjà été fait en vrai, mais pensez à du coup amener la question devant des juridictions internationales qui dépassent le cadre de la justice française? Ouais, ça va dépendre de... alors nous, en tout cas dans ce cadre de ce procès-là qui est intenté par Tchantognea, la responsabilité spécifique qui est visée, c'est celle des entreprises. On a encore d'autres cartes. On va aller jusqu'au bout déjà sur cette question précise avec les moyens qu'on a en France, en espérant obtenir du coup... en fait, par le procès en cassation, la possibilité, si on gagne la cassation, en fait, de enfin juger en fait le fond de l'affaire et non plus uniquement la forme, mais donc de juger en fait la responsabilité ou non des entreprises. Donc, on a déjà ça, et on a d'autres outils en tête si jamais cette stratégie-là ne serait pas nécessairement payante. Ok, un pas après l'autre, quoi, genre. Tout à fait. Ok. Puis je suppose que tous les argumentaires, les soutiens et tout que vous accumulez au fur et à mesure des années vont servir aussi à chaque fois pour la suite. Tout à fait, ouais. Peut-être, j'ajouterais qu'il y a quand même une dimension qui est assez perverse qui est jouée de la part des entreprises dans les procédures judiciaires qui entourent Tchantognea, qui est la temporalité en fait sur laquelle ça se joue. C'est en fait une résistante franco-vietnamienne qui du coup a un certain âge maintenant, plus de 80 ans en fait, et qui a de multiples en fait maladies liées à l'agent orange, donc une octogénaire extrêmement malade, et les entreprises en fait jouent particulièrement sur la temporalité des procès en les allongeant le plus possible, en espérant en fait qu'elle décède en fait avant la conclusion des procès. Donc il y a un enjeu d'urgence qui est assez impérieux en fait pour nous. Ouais, c'est hyper important de mentionner ça. Est-ce que si jamais du coup elle décède, comment on peut continuer cette lutte ? Enfin, il y a quand même des moyens de continuer ces procès si elle n'est plus là ou... C'est beaucoup plus retard. C'est déjà une problématique importante en fait. Il y a déjà une question de reconnaissance en fait d'elle en tant que victime qui est difficile, alors même qu'elle était directement exposée, qu'elle elle a subi directement en fait les épandages d'agents orange ou quoi. Il y a déjà une négation en fait de sa condition de victime à ce moment-là. Alors évidemment, il y a des victimes à travers le temps, par la héréditaire, ce genre de choses. Mais déjà pour les victimes directement épandées, il y a une négation de leur statut de victime. Alors ce serait d'autant plus compliqué sans elle. Et donc c'est pour ça que pour nous c'est vraiment un procès de la dernière chance pour obtenir finalement justice et réparation pour les victimes de l'agent orange. Ok, très clair. Merci pour toutes ces précisions. On arrive à mes questions de fin habituelles du podcast qui se contrebalancent un peu. Pareil, tu réponds vraiment comme tu veux. C'est quoi ta plus grande peur et c'est quoi ton plus grand espoir ?
Ouais. Concernant ma peur, je sais pas si je peux te formuler quelque chose de pertinent. Moi, je suis quelqu'un de résolument optimiste. J'aime bien ça. Même si je suis pas naïf, mais en tout cas, Ouais. la peur est pas vraiment un moteur pour moi. Ok. En revanche, j'ai beaucoup d'espoir sur le fait qu'on apprenne collectivement, en fait, de chacune et chacun pour construire du commun. Ok, c'est la conclusion parfaite. Ouais. Trop bien. Merci beaucoup à toi d'avoir répondu aux questions sur le podcast. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à celles et ceux qui nous auront écoutés jusque-là. Et en dernier mot, n'hésitez pas du coup à nous suivre sur nos réseaux et nous soutenir financièrement, notamment pour le procès. Merci. Ouais, carrément. Je mettrai tout ça en description. C'est la fin de cet épisode, les amis. J'espère qu'il vous aura intéressé et que vous aurez appris des choses. Merci encore au collectif Vietnam Dioxine et à Marvin pour leur disponibilité et leurs apports précieux pendant cet échange. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus ou de les aider financièrement, vous pouvez retrouver tous les liens nécessaires dans la description de l'épisode, tout comme si vous voulez soutenir Oikos ou notre média, enfin c'est la même chose en fait. Autrement, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. D'ailleurs là, ça va être les fêtes de fin d'année, donc peut-être que vous allez croiser du monde, que ce soit amis, famille, famille de cœur d'ailleurs ou de sang, c'est la même chose. Vous pouvez les bassiner avec votre podcast préféré. Voilà, ça fait pas de mal et nous, ça nous fait vraiment très plaisir. Et puis c'est important, je pense aussi qu'on diffuse ce genre de connaissances, de conversations, qu'on s'éduque les uns les autres, puisque c'est pas notre bonne école franchouillarde qui va faire le taf sur ça. En tout cas, on se retrouve à la rentrée. Là, on fait une petite trêve hivernale avec le podcast, histoire de recharger les batteries, de se reposer un peu, de lire aussi, de se nourrir d'autres contenus. Vous inquiétez pas, on vous laisse pas sans rien, puisqu'on va passer des rediffusions. Ce sera l'occasion de découvrir ou de redécouvrir des épisodes importants des saisons précédentes d'Oikos, parce que commence à y avoir pas mal de matière, mine de rien, au fur et à mesure des années. En tout cas, prenez soin de vous pendant cette période de fin d'année. J'espère que vous aurez le temps, l'espace de rejoindre votre famille de cœur, de sang, pour fêter le solstice, Noël, la fin de l'année, enfin bref, les fêtes que vous fêtez. Je vous souhaite aussi plein de courage pour les personnes qui sont pas fans de cette période et que ça rend triste. Je pense bien à vous et je vous embrasse. On se retrouve très vite sur les ondes. À très bientôt.